Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité des actions et plus précisément de la bonne manière de déclarer vos plus-values, mais aussi vos moins-values, ainsi que vos dividendes, donc sur actions exclusivement. Il ne sera question ici que de la fiscalité des actions détenues en direct dans un compte titre ordinaire, puisque le meilleur moyen d'optimiser sa fiscalité sur les actions, c'est encore d'opter pour un support qui est fiscalement avantageux, tel que le PEA, l'assurance vie, ou le PE qui bénéficie d'une fiscalité allégée à condition de respecter certaines contraintes, notamment en termes d'investissement ou de montant. Et si vous investissez uniquement en actions européennes, voire françaises, il va être plus que pertinent d'ouvrir un PEA dont les gains vont être exonérés d'impôts à partir de 5 ans de détention. Je précise par ailleurs que dans ce webinaire, tout ce que je vais expliquer va concerner uniquement la fiscalité des comptes titres français. En effet, lorsque votre compte titre est détenu par un établissement étranger tel que Swissquote, DeGiro ou Interactive Brokers, les modalités déclaratives vont être différentes. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, mais ça demande un petit peu de suivi puisque la différence essentielle, c'est qu'il n'y aura pas de transmission d'informations entre votre courtier et le fisc français, ce qui va vous obliger à calculer vous-même vos gains et à les déclarer. Pour ceux d'entre vous qui sont clients Interactive Brokers avec Zone Bourse, je vous informe que nous avons mis un guide explicatif à votre disposition sur Zone Bourse au sein de votre portfolio manager. Le lien est indiqué ici et je vous l'envoie de suite dans le chat. Vous l'avez, donc si vous êtes client Interactive Brokers, n'hésitez pas à le consulter et quand vous avez des questions, Patrick et Yves sont là pour y répondre. J'en arrive à notre webinaire. Les actions génèrent deux types de revenus qui sont soumis à l'imposition. On a les gains de cession, appelés plus-value d'un côté, et les dividendes de l'autre côté. Je commence avec les bases. Mais avant de s'intéresser spécifiquement à comment déclarer ces revenus, il va falloir s'intéresser aux modalités d'imposition. Ça va être un peu technique, je vais simplifier au maximum, mais il est important de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre quels sont les leviers d'optimisation. Et ensuite, on verra les modalités déclaratives, combien je déclare, dans quelle case, et qu'est-ce que je fais pour réduire mon imposition sans frauder, évidemment. Nous finirons par une session de questions-réponses. Alors, je vous invite, et vous l'avez déjà commencé, à poser vos questions par écrit au fil de l'eau. Je ne promets pas d'y répondre en direct parce qu'il y en a pas mal et que je ne vais peut-être pas tout voir, mais en tout cas, je prendrai le temps à la fin de répondre à vos questions. On commence avec les modalités d'imposition qui répondent à cette question: comment vos revenus du capital sont-ils imposés? Comment? Vous en avez déjà certainement entendu parler, c'est le PFU pour tous les revenus du capital. Le PFU, c'est quoi? C'est le prélèvement forfaitaire unique, aussi connu sous le nom de flat tax. Et c'est le principe, depuis 2018, l'imposition de tous les revenus du capital à un taux fixe, unique pour tous, de 30%. Alors, les revenus du capital, c'est quoi? Ce sont les intérêts bancaires, y compris les intérêts du compte espèces qui vont être liés à votre compte titre. Ce sont les coupons d'obligations, les dividendes, les plus-values, les gains sur instruments financiers à terme, les retraits ou rachats sur vos PEA de moins de 5 ans, puisqu'ils ne sont pas exonérés, les gains en cas de rachat sur certains contrats d'assurance vie, mais aussi les intérêts issus du crowdlending. Donc, c'est vraiment tous les intérêts, tous les revenus du capital, à l'exception, vous l'aurez noté, des cryptos. Et pour cause, puisque les cryptos sont effectivement imposés à un taux de 30%, mais elles ne sont pas formellement imposées au PFU, ce qui veut dire qu'elles ne bénéficieront pas de l'option du barème progressif qu'on va aborder dans quelques instants. Donc, ces 30%, ils se décomposent en 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Pourquoi cette distinction est importante? Déjà parce que impôts et prélèvements sociaux n'ont pas la même fonction. Les prélèvements sociaux, en fait, c'est l'équivalent des cotisations sociales sur votre salaire et c'est prélevé sur l'ensemble de vos revenus non salariés. Les cotisations et les prélèvements sociaux ne sont pas un impôt au sens propre, sont considérés comme un différé de revenus. En finançant la sécu, les retraites, etc., ils permettent en effet de vous assurer un revenu quand vous n'avez plus de salaire. Les cotisations et prélèvements sociaux ont donc une contrepartie, là où les impôts sont plus globaux. Vous ne savez pas ce que vous payez avec vos impôts, à ceci près que le fisc vous a mis récemment en ligne le site En avoir pour mes impôts. Voilà pour la distinction sémantique et pour votre culture. Mais s'il est important de distinguer, ce n'est pas uniquement pour ça, c'est aussi parce que même lorsque vos revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu, par exemple les gains sur PEA au-delà de 5 ans, vos revenus sont toujours soumis aux prélèvements sociaux.
parce que justement, ce ne sont pas des impôts. Enfin, pourquoi cette distinction est importante? C'est parce que ça nous permet d'avoir une base de comparaison avec l'imposition au barème progressif. Les tranches d'impôt sur le revenu que vous connaissez, 0, 11, 30, 41 et 45%, n'intègrent en effet pas les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc, quand on compare le PFU et le barème de l'impôt sur le revenu, il ne faut pas comparer 30% et votre barème, mais 12,8% et votre barème. Mais on va y revenir dans quelques instants. Parce que, en effet, si le PFU est le principe, il vous est toujours possible de refuser d'être soumis à la flat tax et de préférer intégrer vos revenus du capital à votre revenu global pour être imposé au barème progressif. Cette option, elle s'exerce à votre choix uniquement pour l'année de déclaration et elle va concerner l'ensemble de vos revenus du capital, donc tous ceux que je vous ai cités. Donc, il va convenir de faire une appréciation globale et pas simplement de vous dire « Ah, c'est plus intéressant pour mes dividendes de les déclarer au PFU, donc là, je fais le PFU et puis le reste, je le fais au barème progressif. » C'est un package complet. Alors, quel va être l'intérêt d'opter pour le barème progressif? Évidemment, si vous êtes imposé dans les premières tranches du barème, l'intérêt va vous sauter aux yeux immédiatement, c'est que votre taux d'impôt sur le revenu est inférieur au 12,8% du PFU. Mais ce n'est pas tout. La flat tax, c'était un cadeau fiscal. Il permettait de baisser fortement la fiscalité sur les revenus du capital. Mais ce cadeau avait une contrepartie. Fini les abattements, fini les déductions, les 30% s'appliquent sur le montant de revenus perçus, un point, c'est tout. Et c'est d'autant plus logique que le principe du PFU était avant tout de simplifier la fiscalité des revenus du capital. Donc, l'option pour le barème progressif, qu'est-ce que ça ne change pas? Déjà, on va commencer par là, ça ne change pas le fait, vous l'avez compris, que vos prélèvements sociaux seront forcément payés, et ce, à hauteur de 17,2% et sur l'intégralité du revenu. Ça ne change pas non plus le fait que vous serez redevable de la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, lorsque vous avez donc des hauts revenus, c'est-à-dire lorsque votre revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros. Là, vous êtes imposé à 3% et 500 000 euros, vous êtes alors imposé à 4%. Par contre, ce qui change, c'est que le barème progressif permet de revenir au régime antérieur à 2018 et de bénéficier de certains dispositifs qui permettent d'alléger la facture. Les premiers dispositifs, ce sont les abattements. L'abattement de 40% sur la quasi-totalité des dividendes. Je vous passe le détail parce qu'en fait, la plupart des dividendes que vous allez percevoir sont éligibles, donc on ne va pas se poser de questions. L'abattement aussi sur les plus-values, un abattement qui se fait en fonction de la durée de détention. Il est de 50% pour lorsque vos actions sont détenues depuis plus de 2 ans et jusqu'à 8 ans. Et il va être de 65% lorsque vous êtes positionné depuis plus de 8 ans sur vos titres. Alors, attention, par contre, cet abattement ne vaut que si vous avez acheté vos actions avant le 1er janvier 2018. Il existe également un abattement renforcé sur les plus-values qui peut aller jusqu'à 85%, mais je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'il ne concerne pas les actions cotées en bourse. Dernier dispositif qui sont permis par l'option pour le barème progressif, c'est la déductibilité de la CSG à hauteur de 6,8 points sur les 9,2% qu'elle représente, mais aussi la déduction des dépenses. Alors, comment choisir ? Je vais en finir juste une dernière fois avec les choses un petit peu techniques parce que pour comprendre comment choisir entre la flat tax et le barème progressif, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition, c'est le taux le plus élevé qui vous est applicable en fonction de votre revenu. Donc là, par exemple, imaginons vous avez gagné 29 000 euros de salaire en 2022. Alors, les 10 777 premiers euros vont être imposés à 0%, donc 0 euros. Les 16 700 euros suivants seront imposés à 11% et la suite, entre 27 479 euros, qui est le début de la troisième tranche, et les 29 000 euros de votre salaire, seront imposés, eux, à 30%. C'est le fonctionnement du barème progressif que vous connaissez. Eh bien, le barème progressif tel qu'il est conçu fait que l'intégralité des revenus supplémentaires que vous générerez au cours de l'année 2022 sont imposés à ce taux de 30%. C'est ça le taux marginal d'imposition.
C'est le taux maximum que vous payez et c'est donc à celui-là que sont imposés tous vos revenus supplémentaires, qu'ils soient du capital ou qu'ils soient fonciers ou autres. Mais attention, donc ces 30% n'intègrent pas les 17,2% de prélèvements sociaux, donc ce qui veut dire que votre taux global d'imposition pour les dividendes et plus-values perçues en 2022, si vous optez pour l'intégration en revenu global, sera pas de 30%, mais de 47,2%. Donc là, tout de suite, on voit l'intérêt d'opter pour le PFU qui est au global de 30%. Alors, juste sous 7 ans, c'est vite fait. En réalité, c'est un petit peu plus complexe puisque, comme je vous le disais, l'option pour le barème progressif va permettre de bénéficier d'un certain nombre d'allègements. Donc, le premier, c'est sur les dividendes. Les dividendes bénéficient d'un abattement de 40%. Ils bénéficient également de la CSG déductible et la déduction des dépenses que je ne vais pas aborder parce que c'est quand même assez mineur. Donc, on le voit avec les dividendes, si on a un TMI de 11%, donc si on a des revenus qui nous imposent au maximum à 11%, l'option pour le barème progressif sera bien plus avantageuse que l'option pour le PFU, puisqu'on payera quasiment 2 fois moins d'imposition, en tout cas en termes d'impôt sur le revenu, puisqu'encore une fois, les 17,20% de prélèvements sociaux seront toujours dû et sur la totalité des dividendes perçus. Donc, ce qui fait qu'au final, si vous avez un TMI à 11%, et que vous optez pour le barème progressif, votre imposition globale des dividendes sera de 23% au lieu des 30%. C'est toujours 7 points de prix. C'est avantageux. Pour ce qui est des plus-values, opter pour le barème progressif permet de bénéficier d'un abattement de 50% à partir de 2 ans de détention. Et là, qu'on soit en fait en dessous des 2 ans ou entre 2 ans et 8 ans, ça ne change pas tellement la donne. Le PFU reste avantageux dès lors que votre taux marginal d'imposition est à 30%. On voit cependant que si votre plus-value est entre 2 et 8 ans, la différence entre le barème progressif et le PFU est assez infime, de sorte que ça peut valoir le coup, dans certaines circonstances, de choisir le barème progressif. Par contre, si vous détenez vos plus-values depuis plus de 8 ans, alors là, il n'y a même pas de question à se poser, presque. Le barème progressif est nettement plus intéressant, même si vous êtes imposé à 45%, puisqu'on reste juste en dessous des 30% du PFU. Donc voilà, vous voyez que c'est pas aussi simple de choisir entre la flat tax, de rester sous la flat tax ou d'intégrer ces revenus pour les imposer au barème progressif. Surtout qu'il faut se rappeler que votre choix va valoir pour l'intégralité de vos revenus. Donc vous ne pouvez vraiment pas panacher et il faut avoir une appréciation globale. Alors, c'est pas toujours facile. Heureusement, depuis la déclaration 2020, normalement, à la fin de votre déclaration et avant de la valider, il vous est indiqué s'il était plus avantageux pour vous d'opter pour le barème progressif. Et dans ce cas-là, il va falloir revenir en arrière, corriger votre déclaration en conséquence. Si on résume, la flat tax, c'est le plus adapté pour les hauts revenus, ou plutôt que de dire les plus hauts revenus, je devrais dire les plus hautes tranches d'imposition. Le barème progressif, lui, il va être à privilégier si vous êtes dans les premières tranches du barème ou si vous êtes investisseur long terme. À noter qu'il faudra quand même veiller à 3 effets de bord lorsque vous allez opter pour l'intégration au revenu global. Le premier, il est assez évident, c'est qu'en intégrant vos revenus du capital à votre revenu global, vous allez augmenter mécaniquement votre revenu net imposable et donc potentiellement votre taux marginal d'imposition. Ça, normalement, c'est pris en compte par le système. Si vous dit que c'est plus avantageux pour vous, il n'y a pas de souci. Par contre, le second effet de bord, c'est qu'en augmentant ce revenu net imposable avec des revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source, vous allez mécaniquement diminuer celui-ci. Je vous épargne la base de calcul, mais faites-moi confiance. Alors, dans l'absolu, vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, cela dit, ça veut dire que vous allez moins payer en 2023 en prélèvement à la source que ce que vous devez réellement. Et donc, il y aura un réajustement lors de la prochaine déclaration d'impôt. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Et le dernier effet de bord, c'est que vous n'allez pas seulement augmenter votre revenu net imposable, mais que vous allez aussi augmenter votre revenu fiscal de référence. Donc le revenu net imposable, je le répète, c'est celui qui permet de déterminer votre imposition, le montant d'imposition dû sur l'année. Grâce au barème progressif, lorsqu'il augmente ou qu'il baisse, effectivement, votre montant d'impôt dû augmente ou baisse, mais de manière progressive. C'est le principe du barème progressif.
Par contre, le RFR, le revenu fiscal de référence, il n'y a pas de progressivité. C'est vraiment une question de seuil. Il est pris en considération pour bénéficier de certaines aides, pour fixer le prix des services publics comme la cantine, la crèche, etc. Mais aussi, et c'est surtout là que c'est intéressant, pour déterminer l'applicabilité de certains dispositifs fiscaux, comme on en a parlé il y a quelques instants, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ou, et on en parlera un peu plus tard, de la dispense d'acompte d'imposition sur les dividendes. Il est donc important de surveiller son revenu fiscal de référence et pas seulement son revenu net imposable. Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas juste s'intéresser au montant d'imposition que vous allez payer à la fin de l'année, il faut s'intéresser à quelque chose d'un peu plus global. En résumé, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement de faire votre déclaration en considérant que vous restez à la flat tax. À la fin, si le système vous indique qu'il est plus favorable pour vous d'opter pour le barème progressif, vous revenez en arrière, vous corrigez votre déclaration et vous faites ça tout en vérifiant avant validation quel est l'impact sur votre taux marginal d'imposition, votre taux de prélèvement à la source et votre revenu fiscal de référence. C'est en considération de tout cela que vous pourrez faire un choix avisé entre flat tax et barème progressif. Voilà pour les modalités d'imposition. Je sais que c'est un peu dense, c'est pas si facile. On va passer maintenant aux modalités déclaratives et là, croyez-moi, ça va être beaucoup plus simple. Allez, on y va, suivez-moi. Alors, pour les modalités déclaratives, on commence avec les gains de cession, c'est-à-dire les plus-values de cession d'actions. Lorsque vous cédez vos titres, vous réalisez une plus-value ou une moins-value. Pour déclarer ces gains de cession, vous aurez besoin à l'étape 3 de votre déclaration de sélectionner dans la liste des revenus les plus-values et gains divers. Et la première étape à réaliser, ça va être de déterminer votre plus-value ou moins-value nette. En principe, c'est facile, votre intermédiaire vous a fourni un IFU et les montants sont pré-remplis. Ça peut toutefois se compliquer lorsque vous avez plusieurs intermédiaires ou lorsque l'un d'entre eux ne vous fournit pas d'IFU. Quoi qu'il en soit, et même lorsque les montants sont pré-remplis, je vous conseille toujours de vérifier ceux qui ont été indiqués. Il y a toujours des risques de mauvaise transmission. Si vous avez réalisé des plus ou des moins-values au cours de l'année, en principe, vous devez passer par la déclaration annexe 2074, sauf si vous avez réalisé uniquement des cessions de valeurs mobilières et que vos intermédiaires ont tous calculé l'intégralité de vos plus-values et moins-values. Alors, évidemment, si vous n'avez réalisé que des plus-values ou que des moins-values, c'est facile. La plus-value, elle va en case 3VG, la moins-value, elle va en case 3VH et elle sera imputable au cours des 10 années suivantes. Si vous avez en revanche réalisé des plus-values et des moins-values au cours de l'année, ce qui est généralement le cas, vous allez devoir les compenser entre elles pour obtenir un solde qui sera positif ou négatif. Là encore, normalement, c'est votre intermédiaire qui a fait tous les calculs, donc vous n'avez que à les vérifier. Attention, vous êtes obligé de compenser l'intégralité de vos moins-values de l'année avec vos plus-values de la même année. Vous ne pouvez pas les conserver pour plus tard. Si le solde est négatif, vous l'inscrivez donc en case 3VH et vous aurez une moins-value antérieure à imputer sur les 10 prochaines années. Si le solde est positif, on passe à l'étape suivante qui est l'imputation des moins-values antérieures. Alors, pour imputer vos moins-values antérieures, il va falloir passer par la déclaration annexe 2074 CMV. Elle est facile à faire, vous avez juste à suivre les indications. Elle permet de suivre vos moins-values antérieures et de détailler, le cas échéant, le report réalisé sur la déclaration en cours. En effet, vous allez être libre d'utiliser vos moins-values antérieures de la manière que vous désirez. C'est-à-dire que vous les utilisez au moment et pour le montant de votre choix, tant que vous restez dans le délai de 10 ans à compter de leur réalisation. Ça veut dire que si vous avez des revenus variables ou si pour une raison quelconque, votre imposition est faible une année et ou prévue pour être plus importante au cours des prochaines années, il peut être pertinent de conserver vos moins-values jusqu'au moment où elles vous permettront de réaliser des vraies économies d'impôt, notamment en diminuant votre fameux revenu fiscal de référence. Donc, la gestion des moins-values antérieures, c'est l'un des moyens d'optimiser votre imposition. Et ce n'est qu'après l'imputation de vos moins-values antérieures sur vos plus-values nettes de l'année
dans la colonne D que vous appliquerez si vous en remplissez les conditions et que vous optez pour le barème progressif, les abattements pour durée de détention, et ce, vous le faites dans la colonne F, donc du formulaire annexe 2074 CMV. Je m'attarderai pas trop là-dessus, puisqu'au final, encore une fois, c'est assez simple, c'est extrêmement, pour le coup, bien expliqué, il n'y a pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Mais par contre, c'est là qu'intervient la première astuce, c'est qu'il existe un bon ordre pour compenser et ou imputer vos moins-values sur vos plus-values. Il faut en effet connaître cet ordre-là, puisque vous compensez vos plus-values et vos moins-values dans l'ordre que vous voulez. Alors, vous allez vous demander quel est l'intérêt. C'est tout simplement que lorsque vous optez pour le barème progressif, vos plus-values vont pouvoir bénéficier d'un abattement qui peut aller jusqu'à 65%, voire 85% lorsque vous êtes sur du non-coté. Ainsi, il existe un ordre privilégié pour imputer vos moins-values. Il est indiqué à l'écran. Vous vous imputez d'abord sur vos plus-values qui sont non éligibles à l'abattement, puis celles qui sont éligibles à l'abattement mais qui n'en bénéficient pas, ensuite sur celles qui bénéficient de l'abattement de 50%, et enfin sur celles qui bénéficient de l'abattement de 65%. Le but, il est très simple, c'est qu'à la fin, il vous reste au maximum des plus-values qui sont à 65% et donc des plus-values qui sont faiblement imposées. Le but, c'est d'utiliser vos moins-values pour éliminer toutes les plus-values les plus conséquentes en termes d'imposition et non pas en termes de montant de la plus-value. La deuxième astuce, ça va être de gérer la durée de détention de vos titres en plus-value, puisqu'en effet, détenir des actions sur le moyen voire long terme vous permet de bénéficier d'abattements sur la plus-value qui peuvent être extrêmement intéressants, surtout au-delà de 8 ans. Donc, surveiller la durée de détention de vos titres peut vous éviter de les vendre à 7 ans et 11 mois, juste avant d'attendre les 65% d'abattement. Donc voilà, pensez à surveiller la durée de détention de vos titres. La troisième et dernière astuce, en termes d'imposition des plus-values, ça va être de nettoyer son portefeuille en fin d'année. Alors, vous avez deux possibilités ici. Soit vous faites juste un petit nettoyage qui vous permet d'extérioriser votre plus-value ou de purger votre moins-value, mais sans modifier fondamentalement votre gestion, parce que vous croyez au potentiel de hausse de la valeur. Vous procédez alors à ce qu'on appelle un acheté-vendu. Soit vous coupez tout simplement la position sans la racheter derrière, vous faites alors un grand nettoyage et vous en profitez pour revoir votre stratégie et vos process d'investissement. Alors, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi vous me dites d'extérioriser ma plus-value alors que vous venez de me conseiller de garder ma position le plus longtemps possible pour bénéficier de l'abattement maximum? Alors, c'est que vous avez bien suivi et vous avez parfaitement raison, sauf si vous avez une moins-value antérieure qui arrive à échéance. Si vous ne l'imputez pas, elle sera en effet perdue. Donc, autant en profiter pour extérioriser une plus-value et la faire échapper à l'imposition. Mais donc, vous l'avez compris, si vous suivez vraiment bien, c'est que lorsque vous allez extérioriser cette plus-value, il faudra mieux choisir parmi les plus-values qui ne bénéficient pas d'un abattement pour garder les plus-values qui bénéficient d'un abattement pour plus tard et ainsi optimiser au mieux votre imposition. Quoi qu'il en soit, attention lorsque vous faites cette opération de nettoyage à ne pas oublier de tenir compte du délai de règlement livraison. Il y a toujours en effet un délai qui va jusqu'à 2 jours maximum entre le moment où votre ordre est exécuté et celui où il va être dénoué, c'est-à-dire celui où les titres vont arriver ou sortir de votre portefeuille. Or, c'est cette date de dénouement qui compte comme date de réalisation de la plus-value ou de la moins-value. Donc, si vous passez votre ordre le 31 décembre, votre plus-value ou moins-value sera comptée sur l'année suivante et votre effet sera raté. Vous inquiétez pas, l'information quant au dernier jour où passer ses ordres pour qu'ils soient pris en compte sur l'année fiscale est généralement disponible assez facilement sur Internet et quoi qu'au pire, vous demandez à votre courtier ou à votre banquier, il vous renseignera facilement. J'en ai fini avec les modalités déclaratives des plus-values de cession d'actions. On va passer aux plus-values, aux dividendes. Donc, comment est-ce qu'on déclare ces dividendes et comment on évite surtout la double imposition? Pour cette partie, vous aurez besoin à l'étape 3 de la déclaration de cocher la case revenus de capitaux mobiliers. Les dividendes français supportent plutôt une retenue à la source. L'imposition des dividendes va se dérouler en 2 temps.
il y a d'abord une retenue à la source au moment de la perception des dividendes à titre d'acompte. On appelle ça le prélèvement forfaitaire non libératoire, il est de 30%. Les dividendes sont ensuite soumis l'année suivante au prélèvement forfaitaire unique, à moins que vous ne choisissiez de les intégrer à votre revenu global. L'acompte est alors déduit du montant de l'impôt sur le revenu dû pour éviter la double imposition. Parce que si vous avez bien compris, vous avez déjà payé l'impôt l'année dernière, il n'est pas question évidemment de le repayer cette année. À noter que vous pouvez demander à être dispensé de l'acompte si votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 est inférieur à 50 000 € pour une personne seule. Alors, pour faire cette demande, il suffit d'envoyer une déclaration sur l'honneur à votre intermédiaire et elle doit être transmise à celui-ci avant le 30 novembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Attention, cette dispense n'est pas reconduite automatiquement, il va falloir la renouveler chaque année tant que vous remplissez les conditions. Et donc, dans ce cas-là, ça vous permet de percevoir un dividende brut, un dividende non imposé, qui sera imposé l'année suivante. Donc, je récapitule l'histoire, que ce soit bien clair. Ça veut dire que vos dividendes perçus en 2022 ont déjà fait l'objet d'un acompte d'imposition et que si vous vouliez ne pas faire l'objet de l'acompte, il aurait fallu formuler la demande avant le 30 novembre 2021 et ce sur la base de votre revenu perçu en 2020. Pour déclarer vos dividendes français, vous déclarez en case de décès le montant brut des dividendes versés. Et je dis bien les dividendes versés et non ceux qui sont perçus, puisque ceux qui sont perçus ont déjà fait l'objet d'une retenue à la source. Vous déclarez par ailleurs en case 2CK le montant de l'impôt sur le revenu retenu à la source, c'est-à-dire 12,8% et non pas 30%. Alors là, vous allez me dire, je suis paumé. Je vous rassure, en réalité, ces cases sont déjà pré-remplies par votre intermédiaire financier. La seule chose, c'est qu'il vous faut quand même vérifier que ces cases ont été correctement remplies. Vérifiez également que la case 2BH qui vous permettra de ne pas payer 2 fois les prélèvements sociaux est bien complétée, et ce du montant brut des dividendes versés. Si vous optez pour le barème progressif, vous bénéficierez donc de la déductibilité de la CSG grâce à cette case 2BH, mais également de l'abattement de 40% qui est calculé automatiquement pour le fisc. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Attention, ne mettez surtout pas en case 2DC le montant des dividendes déjà réduit de 40%, parce que si vous faites ça, vous êtes juste en train de frauder le fisc. L'acompte qui est payé en 2020, qui a été payé en 2022 et qui est déclaré en case 2CK donne droit à un crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2023, lorsque vous faites votre déclaration et que vous optez pour le barème progressif plutôt que le PFU, et qu'il s'avère que ce que vous avez payé en 2022, ce qui vous a été retenu à la source en 2022, est supérieur à ce que vous deviez, vous allez être remboursé de l'excédent. Alors, ça, c'est pour les dividendes français. Pour les dividendes étrangers, c'est pas tellement différent. Cela dit, je les traite à part pour une raison qui est qu'ils ont eux aussi fait l'objet d'une retenue à la source, mais pas de l'impôt étranger, pas de l'impôt français, mais d'un impôt étranger. Lorsque vous percevez des dividendes étrangers, la société, ils ont été imposés au niveau de la société et fait l'objet donc d'une retenue à la source d'un impôt qui peut aller jusqu'à 35% par exemple en Suisse, 26% et des poussières en Allemagne. Donc c'est non négligeable et évidemment ça n'empêche pas la France de les imposer lorsque vous les déclarez en France. Il va falloir correctement remplir votre déclaration pour neutraliser cette double imposition. Alors, l'impôt qui a été payé en dehors de France n'est pas déductible du revenu. Par contre, il vous donne droit à un crédit d'impôt qui, lui, sera déductible de l'impôt français. Et donc, ça veut dire que si vous avez payé plus, vous êtes remboursé. La déclaration est donc identique à celle des dividendes français. Vous déclarez en case 2DC le montant des dividendes versés. Vous déclarez en case 2BH le montant la même chose pour avoir bénéficié de la déductibilité de la CSG. La seule différence, c'est qu'au lieu de déclarer le montant de l'impôt déjà prélevé en case 2CK, ici, vous le déclarez en case 2AB.
Alors, encore une fois, normalement, tout ça a déjà été fait par votre intermédiaire. Vous avez juste à vérifier que tout ceci est correct. Vous avez quand même 2 points à noter. Il ne faut pas, contrairement à ce qui pourrait être indiqué sur certains sites si vous allez vous renseigner par vous-même, il ne faut pas remplir le formulaire 2047. Puisque le formulaire 2047, il est dédié aux revenus qui ont été encaissés à l'étranger. Or là, vos revenus, même s'ils proviennent d'une société étrangère, ils ont été encaissés en France. Donc, pas de formulaire 2047, votre déclaration principale suffit. L'autre point à noter, c'est que si vos dividendes ont été versés dans une devise autre que l'euro, il faudra les convertir au cours à la date d'encaissement. Mais là encore, normalement, c'est géré par votre intermédiaire. Il faut juste quand même vérifier toujours que les choses ont été faites correctement. Donc voilà pour les dividendes, c'est finalement assez simple. Il n'y a pas tellement sur les dividendes de moyens d'optimiser. Il faut juste, en fait, c'est pas une question d'optimisation, c'est surtout une question de penser à bien neutraliser la double imposition. Parce que sinon, vous imaginez bien que si vous faites retenir 35% sur vos dividendes Nestlé à la source au moment de leur paiement, puis 30% en France, ça fait un petit peu mal et c'est un peu dommage. Pour finir sur la fiscalité de vos actions, il y a une chose à ne pas oublier, c'est la déduction des dépenses. Et si je dis ne pas oublier, c'est à dessein parce que figurez-vous que si le fisc a déjà pré-rempli toutes vos cases de revenus, il a en revanche oublié, entre guillemets, de remplir la case des frais et des charges. Alors, cette case, elle ne sera à remplir que si vous optez pour l'imposition au barème progressif. Cette imposition, d'ailleurs, elle se fait grâce à la case 2OP, qui est donc sur le formulaire qui est celui des dividendes. Et donc, vous obtenez, si vous optez pour le barème progressif, le droit de déduire de vos revenus un certain nombre de dépenses. Alors attention, il ne faut pas espérer faire comme ça des économies substantielles, puisque en réalité, la seule chose que vous allez vraiment pouvoir déduire, ce sont les frais de garde. Or, si vous avez un courtier en ligne, vous le savez, les frais de garde sont égaux à 0. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire tellement de déductions. Et notamment, notez bien, ça a été clairement précisé par l'administration fiscale, les frais de courtage ne sont pas déductibles, pas plus que ne le sont les frais d'abonnement ou d'achat à des journaux financiers. Donc ça ne sert à rien d'essayer de passer votre abonnement zone bourse en charge, ça ne passera pas, vous serez rectifié par le fisc. À noter en termes de déduction des dépenses aussi que les intérêts débiteurs qui sont prélevés sur votre compte, par exemple lorsque vous êtes, en position à découvert, ils ne sont pas davantage déductibles. Alors que les intérêts qui sont générés par votre compte, eux, vont être imposés et ils sont imposés dans la case 2TR. Donc voilà pour les modalités d'imposition et les possibilités d'optimisation de la fiscalité de vos actions. Pour finir, les dates limites, normalement vous connaissez à peu près, qui sont différentes selon que vous faites votre déclaration en ligne ou sur papier et selon votre département de résidence. Pensez à ne pas la rater. Vous avez à chaque fois jusqu'à la date indiquée, jusqu'à minuit, 23h59. Surtout, ce avec quoi je voudrais finir, c'est la possibilité de corriger votre déclaration. Alors, vous avez 3 timings pour ce faire. Vous avez jusqu'à la date limite de déclaration. Vous pouvez la reprendre et ce, autant de fois que vous le souhaitez. La dernière déclaration en date sera considérée comme votre déclaration définitive et c'est sur cette base que sera émis votre avis d'imposition. Passé cette date, à partir de août et jusqu'à mi-décembre, le fisc ouvre le service de correction en ligne qui va vous permettre de déposer une déclaration rectificative depuis votre espace particulier. Vous pouvez là aussi réaliser cette opération autant de fois que nécessaire et vous recevrez un avis d'imposition correctif indiquant le nouveau montant de votre impôt ainsi que le taux de prélèvement à la source recalculé. Passé ce délai, vous pourrez toujours rectifier une erreur en passant par la messagerie de votre espace particulier. Pour ce faire, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour la déclaration de revenus 2022. Mais alors, attention, lorsque vous passez par cette procédure, cette demande n'est pas suspensive de paiement. C'est-à-dire que vous devez quand même payer vos impôts. Si vous désirez bénéficier du sursis, il y a une case à cocher à cet effet. Après examen de votre demande, vous recevrez un avis d'imposition correctif indiquant le nouveau montant de votre imposition et là aussi le nouveau taux de prélèvement à la source qui vous sera applicable.
Voilà, j'en ai fini. Vous savez désormais tout sur la fiscalité de vos actions. J'espère vous avoir appris 2-3 petites choses utiles. Je vais maintenant répondre à vos questions sur la fiscalité des actions en priorité et ensuite sur la fiscalité boursière. Alors, déjà pour tous ceux qui me parlent des comptes à l'étranger, que ce soit un compte IB, Pro Real Time, DeGiro, etc., effectivement, vous n'avez pas d'IFU. Ça vous oblige à faire les déclarations vous-même. C'est un peu compliqué. Encore une fois, si vous êtes avec Interactive Brokers via nous, on vous a concocté un petit guide qui vous aide. Alors, le formulaire 2778 DIV n'est pas à remplir. Non, si vous réinvestissez les dividendes, faut-il les déclarer? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont quand même été générés. Le fait que vous les réinvestissiez, vous les gardiez sur votre compte, ne change rien. Quoi qu'il en soit, ce sont des revenus qui ont été générés par votre compte. Alors, pour les investisseurs résidents étrangers, si vous êtes résident à l'étranger, en fait, la seule différence, vous pouvez être exonéré d'un certain nombre de prélèvements sociaux, puisque justement, on considère que vous ne cotisez pas à la sécurité sociale, etc. Et finalement, du coup, sur les 17,2% de prélèvements sociaux, vous n'êtes plus redevable que de 7, quelque chose. C'est la contribution de solidarité, il me semble. Concernant l'abattement, quid si les actions ont été achetées post-2018? Eh bien, effectivement, il n'y a pas du tout d'abattement. Donc, je le répète, lorsque vous optez pour le barème progressif, pour vos plus-values sur actions, vous bénéficiez des abattements, mais uniquement si vos actions étaient acquises avant 2018. Donc, si vous avez fait des acquisitions après 2018, bah là, peu importe le moment où vous allez vendre vos titres, la plus-value ne bénéficie d'aucun abattement. Que se passe-t-il si vos revenus sont très faibles, mais que les gains de cession sont très importants? Eh bien, si vos gains, alors ça c'est le cas parfait, si vos revenus d'activité sont très faibles, inférieurs à 10 000 euros par an, votre TMI dans ce cas-là est à 0%, et donc dans ces cas-là, il est évidemment inconcevable de rester sous le régime du PFU. Il faut absolument opter pour l'intégration au revenu global, et donc l'intégralité de vos gains de cession sera imposée à 0%. Enfin, non, du coup, vous allez passer à 80 000, donc vous allez augmenter un petit peu, mais vous resterez au taux de 11%. Donc, vous serez toujours en dessous du PFU. Par contre, effectivement, si vous avez des revenus d'activité très faibles, vous avez certainement le bénéfice, encore une fois, de certaines aides. Il faudra faire attention à ce que l'option pour l'intégration revenu global ne vous fasse pas perdre le bénéfice de certaines aides. Alors, dans quel cas de la déclaration fait-on ce choix? Je le redis au cas où. Donc, lorsque vous réalisez votre déclaration, vous avez les 2 premières étapes où là, il s'agit juste de remplir votre état civil, votre adresse, etc. La 3e étape, vous choisissez les types de revenus. Donc, normalement, les revenus salariés ou votre type de revenu habituel sont déjà précochés puisque ça a été rempli. Logiquement, là aussi, si vos intermédiaires ont déjà transmis des informations, les cases revenus des capitaux mobiliers pour les dividendes vont déjà être cochées. La case gain cession sera elle aussi déjà cochée. Et c'est dans la partie relative aux dividendes, donc revenus de capitaux mobiliers, et c'est la case 2OP comme option pour opter pour le barème progressif. Il ne faudra pas oublier de cocher la case des charges, puisque c'est donc là que vous allez pouvoir déclarer vos frais déductibles. Alors, l'option pour le barème est-elle définitive? Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez faite, vous ne pouvez pas changer. À ma connaissance, c'est un truc que vous ne pourrez pas corriger. C'est-à-dire que vous allez pouvoir corriger les montants, mais par contre, vous ne pourrez pas vous dire, quand je vous disais que vous pouvez corriger votre déclaration après la date, vous ne pourrez pas corriger en revanche l'option. Ça, si vous avez choisi, elle est irrévocable, mais pour l'année en cours uniquement. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous aurez à refaire l'évaluation et à rechoisir pour opter pour le barème ou rester sous le PFU. Alors, quelqu'un qui demande si les revenus sont faibles, est-ce qu'on doit quand même payer la flat tax de 30%? Oui, c'est justement le principe. Peu importe le montant de vos revenus, les revenus du capital sont imposés à 30%. Et c'est donc bien pour ça qu'il a été maintenu la possibilité d'opter pour le barème progressif pour ne pas pénaliser les gens qui n'ont pas d'imposition ou qui ont une imposition trop faible.
Où trouvons-nous notre TMI? Alors, le TMI, il n'est pas indiqué. Autant le revenu fiscal de référence va être indiqué sur votre avis d'imposition, autant votre TMI n'est pas indiqué par le fisc. En revanche, votre TMI, il est très facile à calculer puisqu'il vous suffit de voir quel est votre montant de salaire, entre guillemets. Alors, par salaire, j'entends, si vous êtes indépendant, ce sera juste le montant de vos revenus. Mais on va parler hors foncier et hors revenu du capital. Vous prenez ça, vous prenez le barème, alors je vous le réaffiche. Donc, il vous suffit de regarder quel est le montant de vos revenus et grâce à cela, vous déterminez votre tranche d'imposition marginale, c'est-à-dire la plus élevée. Et à partir de là, vous considérez que tous les revenus que vous ajoutez sont imposés à ce taux-là. Alors, je vois que quelqu'un me pose une question sur les plus-values ou moins-values en devises étrangères pour lesquelles vous n'avez pas de document en euros. Et bien là, c'est pas de chance entre guillemets parce que ça veut dire que c'est à vous de faire le travail. Vous devez aller regarder le cours de l'euro au moment où vous avez perçu le dividende et vous devez le convertir. Pourquoi moins-value 2021 et non 2022 pour 3VH? Alors, si j'ai dit ça, j'ai dû me tromper, parce que non, effectivement, lorsque vous déclarez votre moins-value dans votre déclaration, donc en case 3VH, ah oui, pardon, effectivement, alors ça c'est tout simplement parce que le système des impôts qui vous permet, d'accéder, en fait, si vous voulez, à faire une simulation et d'accéder au formulaire type, en réalité, il n'a pas été actualisé cette année, donc c'est toujours marqué moins-value 2021. Vous avez bien noté, mais c'est bien la moins-value 2022 qu'il va falloir indiquer. Vous avez clôturé un PEA très déficitaire, votre broker a tout effacé et est incapable de vous fournir un IFU correct. Et bien là, votre broker aurait jamais dû tout effacer, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous allez envoyer un recommandé à votre broker, ça va être la première étape. Et puis ensuite, vous allez, si ça ne marche pas, vous allez faire appel à l'ACPR, l'autorité, j'ai perdu le nom, de contrôle prudentiel et de résolution, qui va pouvoir vous aider dans votre médiation avec votre broker pour obtenir un IFU. Après, vous pouvez toujours faire votre déclaration. En réalité, même si vous n'avez pas d'IFU, ça ne vous empêche pas de faire la déclaration. L'IFU n'est pas une pièce indispensable à votre déclaration, l'IFU est simplement une pièce justificative et une pièce qui vous aide vous-même à faire le calcul et à faire votre déclaration. L'IFU doit d'ailleurs être conservé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pendant 3 ans et demi après la déclaration pour le cas de contrôle fiscal. Maintenant, si vous n'avez pas votre IFU, mais que vous avez fait un suivi et que vous êtes capable de connaître le montant, à ce moment-là, rien ne vous empêche de faire votre déclaration. Et lorsque vous obtiendrez votre IFU, vous pourrez justifier des montants déclarés en cas de contrôle. Et même avant ça, simplement la production de vos relevés, de vos avis de compte et de vos tableaux Excel de suivi pourra suffire à justifier les montants que vous avez déclarés. Encore une fois, l'IFU, c'est une pièce pratique, mais ce n'est pas une pièce nécessaire pour faire votre déclaration. Alors, vous avez une moins-value réalisée en 2019, l'administration n'en a pas connaissance, est-ce que vous pouvez encore la déclarer? Et non. Alors, malheureusement, il n'est pas possible de déclarer à rebours une moins-value, il faut vraiment la déclarer l'année où vous l'avez faite. La corriger de manière rétroactive, ça ne me semble pas possible. Alors, en cas de cession de titres attribués gratuitement, vous avez un gain de cession et un gain d'attribution, une valeur différente. Oui, mais la valeur va se calculer sur le gain de cession. Donc en fait, lorsque vous avez acquis des titres gratuitement, c'est simple, la valeur d'acquisition est de 0 et donc votre plus-value est de la valeur nominale des titres au moment de la cession, enfin plutôt de la valeur de leur cession au moment où vous les cédez. Comment procéder pour gérer l'ordre d'imputation des moins-values? Alors ça, je vous l'ai montré, c'est juste après. Donc sur votre fameux formulaire 2074 CMV, vous avez ici la colonne D qui vous permet d'imputer vos moins-values antérieures. Alors, donc ça, normalement, les colonnes A et B, c'est ce que je vous disais, c'était la compensation des plus-values et des moins-values de l'année. Normalement, ça a déjà été fait par vos intermédiaires. Ce qui n'aura pas été fait, c'est cette fameuse imputation des moins-values antérieures.
tout simplement parce que vos intermédiaires ne connaissent pas le montant de ces moins-values. Et donc, pour le gérer, c'est assez facile. Vous remplissez, donc ici, vous mettez les plus-values qui ont été réalisées durant l'année, vous les répartissez en fonction de la durée de détention et du fait qu'elles bénéficient ou non d'un abattement. Et ensuite, vous imputez ou non vos moins-values antérieures. Et en fait, là, je ne l'ai pas, je n'ai pas pris de capture écran, mais en première page du formulaire annexe, vous avez un tableau de suivi où vous avez indiqué sur les 10 dernières années vos moins-values. Et donc, c'est ce suivi-là qu'il faudra actualiser d'année en année et qui permettra de dire à l'administration fiscale, eh bien, j'ai utilisé ma moins-value de 2020 pour mes plus-values de cette année où j'ai utilisé la moins-value de 2018. Si l'on a des moins-values boursières, peut-on déduire cette moins-value de dividendes versée par son entreprise? Alors non, les moins-values ne se compensent que sur les plus-values. En fait, vous ne pouvez compenser entre eux que des revenus de même nature. Alors, à l'exception que lorsque vous avez des moins-values sur actions, vous allez pouvoir les compenser avec des plus-values sur les dérivés, par exemple, sur ce genre de choses. Par contre, pas avec les cryptos, puisque vous l'avez compris, ce ne sont pas des revenus identiques. Ils n'ont pas la même imposition. Par contre, plus-value, moins-value, enfin les gains de cession et les dividendes, c'est absolument pas le même type de revenus. Ils ne sont pas soumis à la même imposition, pas de la même manière. Donc non, vous ne pouvez pas les compenser. Vous allez devoir déclarer d'un côté votre moins-value sur action et de l'autre côté, déclarer et payer l'imposition sur vos dividendes. Alors, est-ce qu'il y a un délai minimum entre le rachat et la vente d'une même action dans le cadre de l'achat et vendu? Alors, c'est une bonne question et effectivement, non. Vous pouvez vendre et racheter dans la minute qui suit. C'est une pratique qui est tout à fait admise par l'administration fiscale puisque de toute façon, pour eux, finalement, il n'y a pas d'impact réel. Vous ne faites que décaler l'imposition ou au contraire l'anticiper lorsque vous extériorisez votre plus-value. Donc ça, c'est pas du tout considéré comme un abus fiscal. C'est pas de la fraude non plus, je vous rassure. Il n'y a pas de difficulté. C'est une pratique tout à fait courante. Nettoyer son portefeuille en fin d'année, c'est une bonne pratique à la fois en termes de money management, mais aussi en termes d'imposition. Donc non, il n'y a pas de délai minimum. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors, je vois la question. Est-ce possible de reporter la moins-value sur des cryptoactifs? Donc, j'y ai répondu. Non, ce ne sont pas les mêmes types de revenus, donc vous ne pouvez pas. Les comptes à l'étranger tels DEGIRO XTB doivent-ils être déclarés? Alors oui, effectivement, vous devez les déclarer. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous allez faire votre déclaration, vous verrez que la case compte à l'étranger est déjà précochée, tout simplement parce qu'en fait, vous devez déclarer l'intégralité de vos comptes à l'étranger. Y compris le compte PayPal. Vous savez, PayPal, ça vous permet de payer. Et ben, vous devez déclarer son existence. Il existe. Donc oui, un compte à l'étranger, vous allez devoir déclarer son existence. Ce sera la première étape. Et vous allez ensuite devoir déclarer les revenus que vous avez perçus grâce à ce compte. Et si vous avez la chance qu'ils vous fournissent un IFU ou équivalent, votre déclaration sera extrêmement facile. Ça ne changera pas beaucoup d'un courtier français. Si vous n'avez pas d'IFU, il va vous falloir faire les calculs vous-même. Ça demande un petit peu de discipline, mais ce n'est pas insurmontable. Les montants des moins-values apparaissent sur vos comptes titres. Tant que je possède des actifs, c'est inutile de déclarer mon moins-value. Alors non, si vous avez réalisé... Alors, ça dépend de ce que vous appelez. C'est-à-dire que lorsque effectivement vous détenez une position, votre courtier peut vous indiquer au jour le jour son évolution depuis le jour où vous l'avez ouverte. Donc tant que la position n'a pas été clôturée, effectivement, vous n'avez rien à déclarer. C'est ce qu'on appelle une plus-value ou une moins-value latente. Ça, c'est juste ce qui vous sert à suivre votre position et la gestion de votre portefeuille. Par contre, à partir du moment où vous cédez des titres, et même si vous cédez juste un titre sur la totalité de ceux que vous détenez, à ce moment-là, vous concrétisez une plus-value ou une moins-value, et celle-ci va être soumise à déclaration, à moins, évidemment, que vous soyez dans un PEA, auquel cas vos opérations au sein du PEA vont être exonérées si vous êtes au-delà des délais de détention. La dispense n'est-elle pas de 50 000 € pour un couple et 25 000 € pour une personne? Alors non, effectivement, donc là on parle de la dispense d'acompte d'imposition sur les dividendes. Donc rappelez-vous, lorsque vous percevez un dividende, vous êtes prélevé à la source de 30% d'impôt, sauf si votre revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans et que vous l'avez demandé était donc inférieur à un certain seuil. Il était effectivement de 25 000 € pour une personne seule jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça.
et il est passé à 50 000 € pour une personne seule et 75 000 € pour une personne soumise à imposition, pour un couple, pardon, soumis à une imposition commune. Donc non, maintenant la dispense, c'est à partir de 50 000 €. Donc ça élargit le champ de ceux qui peuvent demander une dispense. Alors, la moins-value est imputée sur les revenus futurs pendant 10 ans. Pour quelle raison? Tout simplement, alors vous allez me dire après tout, pourquoi les impôts vous font un cadeau? On ne sait pas trop, mais en fait, on considère que vous avez fait une moins-value, donc vous avez vraiment perdu de l'argent, c'est-à-dire que lorsque vous avez clôturé vos titres, à la fin de l'année, vous avez perdu de l'argent. Donc, en fait, on se dit que finalement, vous n'avez pas, vous êtes perdant. Hein. D'ailleurs, c'est pas juste une impression, vous l'êtes. Et donc, on vous permet de considérer cette moins-value comme imputable sur 10 ans. Alors après, pourquoi 10 et pas 5 et pourquoi pas 20? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça a été un choix, un arbitrage. Donc voilà, donc votre moins-value va être imputable pendant 10 ans. En revanche, la plus-value n'est pas imputable, tout simplement parce qu'en fait, vous la payez directement. Lorsque vous concrétisez une plus-value à la fin de votre année, vous payez l'imposition dessus. Donc là, c'est bon, elle est purgée, on n'en parle plus, on passe à l'année suivante. Alors, le taux de change applicable pour les dividendes étrangers. Donc ça, je l'ai dit, hein, c'est le taux de conversion applicable au moment où vous percevez le dividende. Votre courtier est à Chypre, est-ce que cela change quelque chose? Le fait que votre courtier lui-même soit à Chypre ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, il va falloir déclarer son existence et déclarer vos revenus perçus à Chypre. La différence va résider dans le formulaire, dans le 2047. Lorsque votre courtier est à l'étranger, vous devez déclarer vos revenus en utilisant le formulaire 2047. Et là, vous allez appliquer des crédits d'impôt qui vont dépendre de l'état dans lequel a été imposé votre revenu. Et donc, le fait que ce soit à Chypre, ça va effectivement changer la manière dont ça va être, enfin, les taux d'imposition et surtout le taux du crédit d'impôt. Mais là, comme ça, j'ai pas les chiffres en tête. Mais effectivement, ça va changer quelque chose sur la manière de déclarer, mais pas tellement sur le final. Votre imposition au total, au final, elle sera bien en France et elle sera toujours à 30% ou au revenu global selon votre choix. Si l'intermédiaire est domicilié à l'étranger, les dividendes sont-ils considérés perçus à l'étranger? Oui, tout à fait. En fait, encore une fois, ce qui va décider de si vos revenus sont perçus à l'étranger ou en France, c'est la localisation de votre intermédiaire. Donc, si vous êtes avec un courtier ou une banque française, vos revenus sont perçus en France, quelle que soit la société qui a distribué le dividende. Si par contre votre intermédiaire est domicilié à l'étranger, vous avez un compte de Giro par exemple, même si c'est L'Oréal qui vous verse un dividende, ce dividende est alors considéré comme perçu à l'étranger et à ce moment-là, il va falloir remplir le formulaire 2047, faire les calculs un petit peu complexes, mais malgré tout sur lesquels vous êtes complètement assisté par les formulaires sur le montant du crédit d'impôt dont vous pouvez bénéficier. À noter, je en profite, je fais un petit aparté, lorsque justement vous percevez des dividendes à l'étranger, donc vous êtes imposé à l'étranger et vous êtes imposable en France. Je vous l'ai dit, si par exemple on prend l'exemple de la Suisse va prélever un impôt à la source de 35%. Or, la convention fiscale entre la France et la Suisse vous permet de prendre l'impôt suisse en considération à hauteur de 15% seulement. Donc vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt sur votre impôt français de 15%. Vous allez payer par ailleurs 12,8% d'impôt sur votre impôt, enfin sur vos dividendes, donc en France. Et alors, la différence entre les 15% dont vous avez pu bénéficier en crédit d'impôt et les 35% que vous allez réellement payer, il y a deux possibilités. Soit vous considérez que c'est de la perte sèche, donc il faut quand même le prendre en considération, soit vous vous rapprochez de l'administration fiscale suisse et vous allez demander le remboursement de ce trop perçu en application de la convention fiscale franco-suisse. Et je vous dis ça pour la Suisse, mais ça vaut pour l'Allemagne, les États-Unis, tous les pays. Dès lors que le crédit d'impôt dont vous bénéficiez en France est inférieur à l'impôt que vous avez vraiment payé à l'étranger, si vous voulez que ce ne soit pas une perte, il va falloir vous rapprocher de l'administration fiscale en question et demander le remboursement. Pour cela, les procédures vont être différentes. Évidemment, il va falloir parler dans la langue du pays en question. Il faudra fournir un certain nombre de justificatifs et notamment celui que vous êtes effectivement résident fiscal français.
Comment payer les impôts sur les plus-values et dividendes? Alors là, c'est facile, hein. Donc les dividendes, vous avez déjà eu un acompte et vous régularisez la situation lors de votre déclaration sur le revenu. Les plus-values, donc vous dérégularisez aussi la situation pendant votre déclaration sur les revenus et à la fin, votre avis d'imposition va déjà prendre en considération cette imposition, même si vous n'optez pas pour le revenu global. Votre avis d'imposition vous mentionnera votre taux d'imposition qui donc là considère vos revenus soumis au barème progressif, mais il intégrera aussi les revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique et vous recevrez plus tard l'avis des prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Votre compte est en Irlande, eh bien c'est pareil, c'est un compte à l'étranger, donc il faudra le déclarer, peu importe en fait que votre compte soit en Union européenne, dans un paradis fiscal ou aux États-Unis, les règles sont toujours les mêmes. C'est un compte à l'étranger, donc il va falloir faire vos déclarations, déclarer votre compte, enfin déclarer l'existence du compte, puis déclarer les revenus et faire jouer les dispositifs de crédit d'impôt. Déclaration des dividendes reçus nets chez un courtier. Alors, s'ils ont été reçus nets, mais donc chez un courtier étranger, donc là, c'est toujours la même règle, hein, courtier net, courtier étranger égale crédit d'impôt égale déclaration formulaire annexe numéro 2047. Sur la 2042, c'est case droit VH, je ne peux pas reporter la moins-value globale de l'année 2022. Alors, à cette question, sur la case 3VH, je ne peux pas reporter la moins-value globale de l'année 2022 car c'est la totalité de la moins-value qui est reportée automatiquement par l'annexe. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, normalement, la case 3VH a déjà été pré-remplie par votre intermédiaire, mais vous êtes même sur les cases pré-remplies, vous pouvez toujours les corriger. Il y a un petit crayon à côté de la case. Vous cliquez dessus et ça vous permet de modifier les montants. Et si je n'ai pas répondu à votre question, je vous invite à nous envoyer un email pour que je puisse mieux comprendre votre problème. Alors, revenir sur les frais déductibles. Encore une fois, si vous optez pour l'imposition au barème progressif, donc vous allez bénéficier de la possibilité de déduire vos frais. Alors, quels sont les frais déductibles? Ce sont les frais qui ont servi à l'acquisition ou à la conservation du capital et non pas à l'acquisition ou à la conservation du revenu. Donc, ça veut dire que sont déductibles les frais de garde, parce que ça concerne le capital, les frais de location de coffre et je ne sais plus quel autre type de frais qui est absolument devenu obsolète de nos jours, ou quasiment, et qui en tout cas ne concerne pas les gains réalisés en bourse. Les frais déductibles sur les dividendes et sur les actions, qu'elles soient étrangères ou françaises, en fait, vraiment, il n'y a que vos frais de garde et donc c'est uniquement si vous êtes avec une banque traditionnelle que vous aurez quelque chose à déduire. Vous ne pouvez pas déduire vos frais de courtage, hein. La question a déjà été posée à l'administration fiscale. Elle a rectifié des gens pour ça et vous ne pouvez pas davantage déduire les frais d'abonnement aux journaux financiers ou les frais de conseil ou les frais de CGP par exemple, tout simplement parce que ceux-ci vous ont permis d'acquérir ou de conserver un revenu et que donc ça, c'est pour votre pomme. L'administration fiscale considère que soit vous avez de la chance et vous faites votre revenu tout seul comme un grand, soit vous avez eu besoin d'aide, ça fait partie de votre money management et vous n'avez pas le droit de les déduire. Les moins-values latentes sont-elles déclarables? Non, il faut bien avoir réalisé votre moins-value pour pouvoir la déclarer. Et c'est donc l'intérêt, comme je vous le disais, de faire un nettoyage de fin d'année. Ça peut vraiment vous permettre, lorsque vous êtes en forte moins-value, de vous dire, là, je coupe ma position, je la rachète si je pense que la valeur a un potentiel de rebond, sinon juste, je la coupe parce que c'est bon, j'arrête les frais et j'extériorise ma moins-value et donc je diminue mes plus-values de l'année, voire, si je n'ai que ça, je bénéficie d'une moins-value qui me permettra de diminuer mes revenus imposables sur les années suivantes. Vous avez un compte Trade Republic, pas besoin d'annexe 2047. Je vais vérifier tout de suite. Je dois avouer que je ne sais pas où est localisé Trade Republic. Ils sont en Allemagne, donc si vous allez avoir besoin d'une annexe 2047. Alors, est-ce que vous pouvez changer d'option vis-à-vis de l'année précédente? Alors oui, si j'ai bien compris.
il y a deux choses. C'est-à-dire que d'année en année, vous pouvez effectivement sur une année choisir le PFU et sur l'année suivante choisir l'intégration revenu global puisque c'est à votre discrétion et en fonction de ce qui est le plus favorable pour vous. Et encore une fois, c'est parfaitement admis par l'administration fiscale puisque elle-même vous indique en fin de déclaration s'il aurait mieux valu opter pour l'intégration revenu global. Par contre, une fois que votre déclaration est faite et validée, vous ne pouvez pas changer d'avis et dire attendez, je me suis trompé, je vais finalement changer et payer le PFU. Ça, ou à l'inverse, opter pour l'intégration au revenu global. Donc, vous pouvez changer d'option d'année en année. Par contre, lorsque le choix est fait pour l'année en cours, vous ne pouvez pas modifier. Pour 2 gyros, faut-il utiliser le 2047? Oui, ils sont à l'étranger. Confirmer que les abattements pour durée de détention ne sont pas applicables si l'on opte pour la flat tax. Donc non, je vous le confirme, les abattements pour durée de détention sont valables uniquement si on opte pour l'intégration revenu global. Plus-value ou moins-value sur type, faut-il les compter de la même manière que les plus-values et moins-values sur action? Oui, donc les plus-values ou moins-values sur produits comme Varan, Turbo sont assimilés aux plus-values et moins-values sur action. C'est fait partie des revenus du capital. Donc effectivement, vous pouvez les compenser entre eux pour obtenir à la fin une plus-value nette ou une moins-value nette. Alors, quelqu'un qui dit si j'ai bien compris, si je choisis la flat tax, le revenu de mes plus-values ne sera pas ajouté à mes autres revenus pour déterminer mon revenu imposable et donc mon prélèvement à la source. Effectivement, vous avez tout bien compris et ça veut dire que j'ai pas trop mal expliqué. Alors, j'ai fait une erreur sur ma déclaration 2022 en oubliant de déclarer des moins-values 2021 sur actions étrangères. Si je fais une demande en correction, ces moins-values seront-elles reportées sur ma déclaration 2023 en tant que moins-values antérieures? Alors, en fait, tout dépend de si effectivement en solde net vous avez une moins-value. À ce moment-là, effectivement, vous aurez une moins-value antérieure qui sera reportable sur la déclaration 2023. Cela dit, le temps que vous fassiez le changement, ce sera certainement pas valable à temps pour la déclaration, mais donc vous pourrez corriger votre déclaration après. Alors, concernant l'imposition des dividendes étrangers, vaut-il mieux remplir la déclaration US, le W8? Alors oui, bien sûr, puisque ça vous permet d'avoir un taux réduit de prélèvement des dividendes. De la même manière, sur l'Irlande, normalement, vous avez la possibilité de demander un taux réduit. En général, du coup, ce taux réduit, c'est le taux de 15% qui justement correspond au crédit d'impôt dont vous allez pouvoir bénéficier en France, ce qui vous évite d'avoir à faire des démarches auprès de l'administration fiscale étrangère pour être remboursé du surplus. Prélèvement sur les valeurs cotées à Amsterdam est-il différent? Non, la place de cotation n'a pas d'importance. Les seules choses qui vont avoir de l'importance, c'est le siège de la société. Donc par exemple, Airbus, Renault, c'est en France, donc ce sont des dividendes français. L'autre localisation qui aura de l'importance, c'est la localisation de votre intermédiaire. Par contre, la place de cotation n'a aucun impact. Les frais de change sont-ils déductibles? Non, puisque les frais de change sont considérés comme une gestion de votre capital et non pas comme une dépense ayant permis l'acquisition ou la conservation. Donc les plus-values sur dérivés options et les moins-values actions et inversement sont effectivement compensables. Je le répète, ce sont des revenus, quoi qu'il en soit, ce sont des revenus équivalents contrairement aux revenus sur crypto. L'option barème marche-t-elle pour les revenus SCPI? Non, l'option barème, donc l'option pour le barème, la case 2OP, c'est vraiment pour les revenus de capitaux mobiliers, c'est pour les revenus qui sont soumis à la flat tax. Tout ce qui est revenus fonciers, c'est une fiscalité qui est différente et les revenus fonciers vont être imposés au revenu global. Donc là, on n'est pas du tout sur le même domaine. Alors, est-ce qu'il y a un seuil de gain au-delà duquel le fisc peut considérer que ce ne sont pas des gains de cession, mais un revenu professionnel? Alors, effectivement, c'est une question que je n'ai pas abordée. Alors, oui et non. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous êtes extrêmement actif et ou que vous faites des gains extrêmement importants avec votre compte titre, vous pouvez être qualifié en professionnel et auquel cas vous ne faites plus des plus-values, mais vous faites un revenu réellement et vous êtes alors imposé dans la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux. Mais en réalité, ce n'est pas une question de seuil, c'est vraiment une question de faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération le montant des gains que vous avez réalisés, mais aussi, parce qu'après tout, vous pourriez très bien être un professionnel juste pas doué, donc on va aussi prendre en considération votre activité et les moyens de cette activité.
Si vous utilisez des outils professionnels, si vous faites du trading haute fréquence, etc., à ce moment-là, effectivement, vous ne serez plus imposé dans les plus-values de cession, vous serez imposé dans la catégorie des BNC. Et donc, de fait, vous n'aurez plus la bénéfice du PFU, mais vous serez forcément imposé au barème progressif et vos revenus vos revenus des valeurs mobilières viendront grossir votre revenu global. Alors ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en prémunir. En fait, ce sera toujours une appréciation qui sera réalisée après coup, en cas de contrôle par l'administration fiscale. Elle vous dira non, non, là, excusez-moi, mais ce que vous aviez comme activité, c'était une activité professionnelle. Mais globalement, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas sur une activité professionnelle. Je ne paie pas d'impôt pour l'instant, donc je dois préférer le barème progressif. Oui, tout à fait, effectivement. C'est vraiment là le cas typique où le PFU n'a aucun intérêt. Quelqu'un qui me pose la question suite à une succession des titres qui sont entrés et à l'époque il n'y a pas eu tellement de réflexion et vous avez opté pour la flat tax. Non, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Encore une fois, cette option elle est irrévocable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez validé votre déclaration, vous ne pouvez pas changer d'avis sur ce point. Vous ne pouvez que modifier les montants que vous déclarez. Alors, si vous avez fait une moins-value en 2014, que vous ne l'avez pas inscrite dans la déclaration, est-ce que vous pouvez aujourd'hui la déduire? Non. Puisqu'effectivement, le formulaire 2074 CMV qui permet de suivre les moins-values fait office de preuve et si vous n'aviez pas complété en 2014, vous ne pourrez pas aujourd'hui en bénéficier. Alors, la plus-value de cession est-elle imposable même si on ne sort pas les liquidités du compte titre? Oui, en fait, peu importe ce que vous faites de l'argent, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir extériorisé une plus-value. Alors, est-ce qu'il existe des montages type société de gestion ou de portefeuille permettant de gérer un portefeuille sans avoir à payer l'imposition chaque année? Alors, le meilleur dispositif, hein, on le sait, on le connaît, on a la chance là-dessus, c'est le PEA. Il n'y a pas de meilleur dispositif, en tout cas si vous faites des actions françaises et ou européennes. Alors après, vous pouvez toujours effectivement faire société de gestion, non, clairement pas, parce que c'est quand même un statut régulé. Après, il pourrait exister certains montages, mais globalement, le mieux, si vous voulez vraiment faire en sorte que votre imposition ne soit pas due chaque année, ce sera d'opter plutôt pour le PEA, l'assurance vie, ce genre de choses. Et les frais de garde sur PEA sont bien déduisibles dans les frais. Et non, alors là, attention, puisque les revenus du PEA ne sont pas imposés, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les frais de garde du PEA ne sont pas déductibles. Hein, c'est un peu la contrepartie. Si vous n'êtes pas imposé d'un côté, vous ne pouvez pas déduire de l'autre côté. Faut-il remplir pour récupérer l'impôt anticipé suisse? Alors oui, je vois une question. Si vous voulez, monsieur, vous pouvez me poser la question par mail. Mais donc, pour récupérer l'impôt anticipé suisse ou autre sur les dividendes, il faut vous rapprocher de l'administration fiscale étrangère. Vous n'avez pas d'autre possibilité. En France, on va prendre en considération uniquement, enfin, si vous avez perçu votre dividende à l'étranger. Faut-il rappeler les moins-values antérieures chaque année ou uniquement lorsqu'elles sont utilisées? Alors non, il faut effectivement les rappeler chaque année, sinon en fait on va considérer que vous les avez oubliées, perdues. Enfin non, il faut bien penser à rappeler chaque année vos moins-values. Puis pour vous, hein, ça vous permet quand même de les suivre et de savoir où vous en êtes. Est-il possible de déduire de ces revenus les sommes versées sur un site frauduleux? Alors là, non, malheureusement, ça va pas être possible. Le seul moyen, là, pour le coup, c'est de porter plainte et d'espérer un remboursement. Mais non, vous ne pouvez pas déduire ces dépenses, enfin, ces dépenses, façon de parler. Alors, à quoi correspond un taux de précompte? Alors, le précompte, c'est un autre terme pour l'acompte ou prélèvement forfaitaire non libératoire. Donc, c'est ce qui a été prélevé sur vos dividendes à la source. Pas forcément besoin de déclarer un compte PayPal. Alors oui, effectivement, si vous n'en servez pas pour payer, vous n'avez pas, mais en réalité, l'existence du compte est forcément déclarée, il me semble. Mais effectivement, c'est une question annexe. Alors, quand vous avez des prélèvements à la source par un broker étranger et que vous êtes non imposable, comment récupérer ces prélèvements? Eh bien, si vous êtes non imposable, alors, normalement, attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, normalement, en fait, c'est bien la différence entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt.
Alors, le crédit d'impôt, ça vous permet c'est vraiment un crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'on calcule votre impôt et on déduit de ce montant le crédit d'impôt. La réduction d'imposition, c'est la même chose, sauf qu'en fait, effectivement, on va juste réduire le crédit. Ça veut dire que si vous avez payé moins, enfin, pardon, si vous avez payé plus, on va vous rembourser. Donc, si vous êtes non imposable et que vous avez eu des prélèvements à la source, vous pouvez quand même bénéficier, grâce au formulaire 2047, à compléter du crédit d'impôt sur valeur étrangère, enfin sur revenus encaissés à l'étranger, pardon, il faut que je sois précise. Donc, vous pourrez quand même bénéficier de ce crédit d'impôt et donc vous pourrez être remboursé par les impôts français de ce montant, puisque c'est donc un crédit d'imposition. Par contre, pour récupérer le delta, il va falloir vous rapprocher, comme tout le monde, de l'administration fiscale étrangère. Alors, le PEA, j'en parle pas parce qu'effectivement, c'est défiscalisé lorsque vous respectez. Les plus-values et moins-values réalisées au sein du PEA ne sont pas à déclarer, ne sont pas imposées lorsque vous respectez toutes les conditions du PEA. La moins-value est-elle imputable sur les revenus postérieurs une seule fois? Alors non, encore une fois, vous l'imputez de la manière dont vous voulez, en autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez la garder pour la 9e année, vous pouvez la diviser en 5. Vous pouvez même, enfin, si vous avez des moins-values de 2018 et des moins-values de 2020, vous pouvez très bien décider d'imputer d'abord celle de 2020. Il n'y a pas vraiment de raison de le faire, mais pourquoi pas? Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous faites une moins-value sur votre PEA, est-ce que vous pouvez la reporter sur votre déclaration? Bah non, de la même manière que du coup, puisque les plus-values sur PEA ne sont pas imposées, les moins-values ne sont pas imputables. Les frais de transfert de compte sont-ils déductibles? Non, parce que là aussi, c'est de la gestion. Donc non, c'est de la même manière, les frais de tenue de compte ne sont pas déductibles, c'est vraiment les frais de garde. Vous ne devez pas envoyer vos IFU aux impôts. Hein. Encore une fois, tous les documents, vous n'avez pas envoyé, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez récent, on va dire, surtout qui c'est avec la démocratisation de la déclaration en ligne. Vous n'envoyez plus aucun justificatif aux impôts pour aucune raison, dans aucun cas, que ce soit les revenus de capitaux mobiliers, les salaires ou autres. Par contre, vous devez conserver tous ces documents à titre de justificatif pour le cas de contrôle. Et donc pour les IFU, c'est 3 ans et demi. Alors, où se trouve le calcul des plus-values et moins-values sur 10 ans? Alors, ça, c'est encore une fois, c'est le formulaire 2074 CMV. Si vous l'aviez jamais rempli jusqu'à présent, il n'existe pas. Si vous avez une moins-value imputable, il vous appartient de le remplir. Ça fait partie typiquement des choses, hein, comme la déduction des frais et des dépenses. C'est pas géré par les impôts parce que ça vous permet de diminuer vos impôts. Donc ça, ils ne le gèrent pas pour vous. C'est à vous de faire un suivi et un suivi assez précis. Alors, si vous êtes dans la tranche des 30%, donc si votre TMI est à 30% et qu'avec les plus-values, vous restez dans cette tranche, est-ce qu'il vaut mieux passer ces plus-values en progressif ou rester sous la flat tax? A priori, il vaudra mieux rester sous la flat tax puisque donc si vous êtes imposé dans la tranche des 30%, c'est hors prélèvements sociaux, donc votre taux d'imposition global sur votre plus-value est de 47,2% et non pas de 30%. Donc effectivement, il vaudra mieux rester au PFU à 30%. Mais encore une fois, en regardant quand même l'impact, du coup, non, il vaut mieux rester sur le PFU si effectivement vous n'avez fait que des plus-values. Après, et si elles ne sont pas éligibles aux abattements. Parce que si elles sont éligibles aux abattements, potentiellement, vous avez plutôt intérêt à passer sous le barème progressif. Alors, effectivement, des gens qui me demandent s'ils peuvent, leur courtier renseigne une partie des cases, pas les autres. Donc, effectivement, toutes les cases qui sont normalement pré-remplies, donc les cases de DC, de AB, de CK, de BH, 3VG, 3VH, bref, toutes, vous pouvez les modifier. Vous avez toujours le petit crayon à côté. Tous les montants qui sont pré-remplis peuvent être modifiés. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Encore une fois, l'IFU, c'est une aide, mais il arrive que l'information ne soit pas transmise malgré l'IFU. Le courtier s'est planté. Il arrive que l'information soit mal transmise. Vous pouvez en avoir plusieurs, etc. Donc, vous avez toujours la possibilité de modifier. Alors, quelqu'un qui demande si les moins-values suite à une prise de position sont déclarables uniquement par rapport à une plus-value sur un même support ou est-ce que c'est possible directement sur les revenus globaux? Alors, sur les revenus globaux, non, si vous entendez par revenus globaux vos salaires. En revanche, si vous entendez, est-ce que vous pouvez compenser une moins-value sur action avec une plus-value sur turbo? Alors oui, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez tout à fait le faire. Vous prenez le tout, vous compensez et à la fin, vous avez une plus-value nette ou une moins-value nette. Les ETF avec dividendes, c'est des dividendes, donc
À partir du moment où vous percevez, vous, un dividende, vous devez le déclarer en termes de dividende. Maintenant, si, par exemple, si votre support d'investissement perçoit des dividendes et qu'il les réinvestit, là c'est encore autre chose. Par exemple, dans le cadre d'un OPCVM, et là vous n'avez rien à déclarer. Ce qui compte, c'est vous, le gain que vous allez réaliser sur votre support. Est-ce que acheter en 2023 des actions pour le long terme me permettra de bénéficier de l'abattement pour durée de détention? Non. Non, vraiment, cet abattement pour durée de détention, il a pris fin en 2018. Donc ça veut dire qu'en 2028, on ne parlera plus des abattements pour durée de détention, enfin presque, puisque vous aurez toujours des actions qui pourront être détenues depuis plus de 8 ans. Mais donc non. Effectivement, là, les actions que vous achetez aujourd'hui, peu importe que vous les revendiez dans 3 mois ou dans 15 ans, elles ne bénéficieront d'aucun abattement pour durée de détention, même si vous optez pour le barème progressif. Alors oui, CFD et actions, plus-value et moins-value sur CFD et plus-value moins-value sur actions, c'est compensable. Varan, Turbo, pareil. La taxe financière, non, la TTF rentre-t-elle dans les frais déductibles? Non, évidemment non, c'est de l'impôt, donc c'est pas déductible, c'est de l'impôt. Et donc là, pour éviter de payer la TTF, il faut passer par des ETF, il faut passer par le SRD. Alors, le taux de précompte prélevé par DeGiro ne correspond pas à 30%. Et oui, tout simplement parce que DeGiro n'est pas en France. Donc, DeGiro ne prélève pas l'impôt français à 30%, mais prélève l'impôt belge. Enfin, en tout cas, très certainement. C'est un courtier à l'étranger. Donc, encore une fois, le formulaire 2047. Alors, ça, c'est une bonne question. Vous avez rempli le formulaire, le 2074 CMV, le formulaire de suivi des moins-values antérieures en 2019, et après, vous ne l'avez pas à nouveau rempli. Est-ce que, du coup, vous avez perdu le bénéfice de votre moins-value? Est-ce que vous pouvez l'imputer en 2023? Là, honnêtement, j'ai un doute. Je vous invite à me poser la question par mail. Les deux positions sont défendables. À la fois, le fisc pourra vous dire, vous n'avez pas rempli de déclaration les années précédentes, donc vous avez perdu votre moins-value. De l'autre côté, en réalité, vous pourriez toujours justifier que vous l'aviez réalisée et qu'elle n'a pas été imputée. Donc là, il faudrait que je regarde, il faudrait que je fasse des recherches pour pouvoir vous répondre. Alors, vous n'avez pas trouvé la vidéo concernant la déclaration sur Interactive Brokers, donc c'est pas une vidéo, c'est un guide PDF. Vous le trouvez sur le Portfolio Manager. Je vous ai envoyé le lien, le premier lien que je vous ai envoyé. Donc, il faut que vous ayez un espace membre avec Zone Bourse, que vous ayez un compte Interactive Brokers et que vous ayez activé le Portfolio Manager. Mais sinon, on va peut-être voir pour vous l'envoyer par mail à tous nos clients Interactive Brokers. Eh bien, voilà, la dernière question. Je dois déclarer chaque année mon courtier étranger. Oui, vous devez déclarer chaque année votre courtier étranger. Et oui, pour finir, un enregistrement va être disponible. On va vous le mettre à disposition. Je pense que là, j'ai fait le tour des questions. Je suis enfin arrivée à la fin. On a donc fait 1 heure de webinaire. Comment payer les impôts sur les plus-values et dividendes perçus à l'étranger? Je vois que c'est vraiment une question qui vous intéresse. Donc, écoutez, on va prévoir un webinaire ou un article ou quelque chose pour répondre à vos questions parce que là, je vois que c'est vraiment un gros sujet. Devise se déclare de la même façon que les actions. Plus-value Forex, oui. Plus-value Forex et plus-value action, c'est la même chose. Alors, je vous invite à m'envoyer les questions directement par mail. Vous avez le email là qui est affiché à l'écran. Normalement, on ne l'a pas perdu. Donc, jdufay@zonebourse.com. C'est mon collègue Jordan avec lequel la plupart d'entre vous ont certainement déjà été en rapport. Il me transmettra toutes vos questions. Il me fera peut-être un petit tri pour rassembler. Enfin, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, j'aurai toutes les questions que vous transmettrez à Jordan. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre, d'avoir été aussi vifs sur les questions et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.